Si nous sommes attentifs, le monde qui nous entoure est une vraie symphonie, et notamment dans la nature. Chant des oiseaux, cris des mammifères, mais aussi le souffle du vent dans les arbres ou les herbes, l'écoulement de l'eau, le craquement de la glace. Cette incroyable diversité des sons, vous nous la faites entendre, Marc Namblard. Depuis toujours, elle vous fascine, au point d'en avoir fait votre métier. Vous êtes audio-naturaliste. Et dans un petit livre publié aux éditions Bayard, intitulé « À l'écoute du vivant », vous nous faites découvrir votre profession. Et grâce à un flashcode dans ce livre, vous nous invitez à écouter des sons, parfois absolument incroyables, que vous avez recueillis et que nous allons écouter ensemble. Alors, j'ai un peu commencé à le faire, mais comment est-ce que vous présentez vous-même votre métier d'audio-naturaliste ? Alors, avant d'être un métier, c'est une activité dans le sens où on peut pratiquer cette activité sans être un professionnel, sur son temps de loisir tout simplement. Et c'est une activité qui consiste à passer tout d'abord beaucoup de temps dans la nature et à écouter les phénomènes sonores qu'on peut y rencontrer. À apporter une attention particulière à tous ces phénomènes sonores. Phénomènes sonores, qu'est-ce que vous voulez dire par ça là ? peut être des sons produits aussi bien par des entités vivantes, des animaux, des plantes, que par des entités non vivantes, comme l'eau, par exemple. L'eau produit beaucoup de sons dans ses différents états. Les éclairs, le tonnerre, la pluie. Oui, absolument. Ça peut être les sons liés à la météo. Donc on s'intéresse un petit peu à tous ces sons-là, on les écoute, et puis en prolongement, on les enregistre. On essaie de les enregistrer du mieux possible, dans les meilleures conditions, de les valoriser de cette manière-là, pour ensuite les partager dans plein de contextes différents. Ça peut être pour le cinéma, bien sûr, mais ça peut être aussi pour le spectacle, la radio, pour des projets avec des musiciens, avec des plasticiens. Enfin voilà. Alors, on va voir tout ça un peu plus en détail. Mais est-ce que vous êtes un chasseur de sons ? Alors oui, c'est un peu comme ça qu'on nous désignait auparavant. Chasseur de sons. Bon, c'est pas un terme qui me convient parfaitement parce que il y a un côté un peu agressif dans cette dénomination. Prédateur. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'on fait en sorte quand même d'être le moins intrusif possible et d'avoir un impact très modéré sur les animaux qu'on va écouter et enregistrer. Mais je vous ai vu en action sur le terrain, notamment dans ce beau documentaire qui vous est consacré, qui s'appelle L'Esprit des lieux. Vous êtes à l'affût, vous vous camouflez, vous êtes presque couché par moments dans la nature. Et je me disais, mais il a vraiment des comportements de chasseur. Oui, alors effectivement, c'est par moments, on a des comportements qui peuvent faire penser à des comportements de chasseurs ou même à des comportements de prédateurs, de manière plus générale. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre présence dans la nature peut parfois susciter de l'inquiétude chez les animaux qu'on observe, parce que lorsqu'on ne fait que passer dans une forêt, les animaux sont moins inquiétés que lorsqu'on va effectivement se mettre dans un coin, ne plus bouger pour observer, parce que ça ressemble à un comportement de prédateur. Et les animaux... ils le sentent, les animaux. Ils le sentent, quoi. Ouais. Et donc, et ils vous sentent. Vous insistez beaucoup sur le fait que de toute façon, ils vous repèrent, les animaux, par l'odeur. Oui. Ils nous repèrent et ils sont toujours conscients de notre présence quelque part. Donc, et ça a une incidence sur leur comportement. Et donc, on n'est jamais complètement transparent dans la nature. On est toujours repéré. Alors, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on reste un long moment dans un endroit sans bouger, c'est que les animaux vont intégrer un peu notre présence, c'est-à-dire qu'ils vont l'accepter plus ou moins. Ils vont toujours avoir conscience qu'on est présent. Ils vont pas forcément savoir précisément où on se trouve, mais ils vont avoir conscience qu'on est présent quelque part, et donc du coup ils vont quand même rester un petit peu méfiants, quoi. Mais maintenant là, je me suis dit en vous lisant dans ce livre, À l'écoute du vivant, que vous deviez bien connaître le comportement des animaux, parce que si vous voulez aller enregistrer, je sais pas, un lynx par exemple, vous êtes obligé de comprendre son comportement, ses lieux de circulation. Donc vous êtes aussi un naturaliste, un botaniste. Vous êtes obligé de l'être en étant
aussi un audio-naturaliste ? Bien sûr, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime utiliser ce terme d'audio-naturaliste plutôt que de chasseur de son pour désigner mon activité. C'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, mais je l'utilise bien volontiers, parce que justement, il met plus l'accent sur la connaissance des espèces et des milieux, sur l'aspect naturaliste du travail, que sur l'aspect technique, sur le métier d'ingénieur du son, quoi. On est avant tout des naturalistes avant d'être des ingénieurs du son, et on ne peut pas pratiquer ce métier, cette activité, sans avoir effectivement un minimum de connaissance des espèces et des milieux dans lesquels on va travailler, quoi. Mais en même temps, vous n'êtes pas un scientifique, et vous pouvez pas avoir des connaissances sur tous les domaines, parce que vous enregistrez aussi bien les insectes que les oiseaux, que le cerf, que les orages, que la glace. On est un peu généraliste quand même, effectivement. Et étant donné que beaucoup d'animaux différents émettent des sons, notamment pour communiquer, ça concerne aussi bien les insectes que les amphibiens, que les mammifères, que les oiseaux, etc. Et donc du coup, on a une connaissance un peu généraliste des animaux dans la nature. Et alors, ce qui nous distingue des scientifiques, parce qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent de près aux sons de la nature et qui vont les étudier et qui vont essayer de comprendre notamment ce que les animaux se racontent par l'intermédiaire des sons. Mais ce qui nous distingue de ces chercheurs-là, c'est que nous, on va enregistrer un petit peu ce qu'on veut, quand on veut, en fonction de ce qui se manifeste. Vous êtes plus libre et moins spécialisé, quoi. Totalement libre, voilà, totalement libre d'enregistrer ce qu'on veut, alors que les chercheurs, évidemment, posent un cadre pour leur travail, et donc ils vont réaliser des enregistrements suivant des protocoles, etc. Donc nous, on est loin de tout ça, quoi. Visage RCF. Alors Marc Namblard, on va pas faire une analyse très technique de votre matériel, ce serait quand même fastidieux et compliqué, mais j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre comment vous captez ces sons. Quelles sont un peu vos techniques, vos méthodes, Vous l'expliquez dans ce petit livre À l'écoute du vivant, qui est très pédagogique, C'est une conférence donnée à l'attention des enfants, de jeunes. Donc expliquez-nous, quelles sont vos différentes techniques de prise de son quand vous êtes dans la nature ? Alors il y a deux choses. Il y a d'abord effectivement les outils qu'on utilise, qui peuvent être différents en fonction des sujets sur lesquels on va travailler. Et puis il y a la façon d'approcher notre sujet, ce qu'on appelle les approches. Alors en ce qui concerne les approches, on peut schématiser un petit peu en disant qu'il existe trois façons d'approcher un sujet, en l'occurrence un animal en train d'émettre un son. Ça peut être par approche directe, donc ça consiste à repérer l'animal en train d'émettre un son et à s'approcher tout doucement pour pouvoir l'enregistrer. Sans le faire fuir. Donc la il faut aller vraiment doucement, être très discret. Exactement, la difficulté est là. Donc vous avancez, vous avez votre magnéto, votre micro à la main. À la main, le magnéto en bandoulière, l'enregistreur en bandoulière. Et puis on s'approche petit à petit pour l'enregistrer. Et donc on commence par faire un enregistrement à distance par sécurité, comme on dit. Et puis on essaie de s'approcher un tout petit peu. Évidemment, il faut toujours avoir observé le comportement de l'animal parce que notre présence va avoir une incidence au bout d'un moment. Donc il faut évaluer aussi la distance qu'il faut pas, la limite qu'il ne faut pas franchir. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on apprend par l'expérience. Et puis là aussi vous vous adaptez à chaque animal. J'imagine que quand vous approchez des grenouilles, vous n'avez pas le même comportement que lorsque vous approchez d'un cerf. Parce que les grenouilles vont s'arrêter de chanter, mais elles vont pas forcément fuir, elles vont juste se cacher un petit peu au fond de l'eau. Et donc si on reste sans bouger pendant plusieurs minutes, elles vont reprendre confiance et elles vont reprendre leur activité. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe effectivement avec les grenouilles ou les insectes. Par contre les oiseaux, ils ont tendance à fuir assez facilement. Mais si on reste caché, ils peuvent revenir parce que les oiseaux ont des postes de chant souvent, c'est-à-dire qu'ils ont des branches ou des arbustes ou des arbres sur lesquels ils reviennent régulièrement pour chanter. Donc une fois qu'on a repéré ces postes de chant, on peut les attendre et les enregistrer quand ils reviennent. Alors ça c'est la première technique. Donc ça c'est la première technique, l'approche directe. La deuxième technique consiste à se mettre à l'affût. Donc on va anticiper l'arrivée d'un animal. Donc vous avez repéré par où il passe généralement. C'est ça, on repère un lieu de passage ou on repère un poste de chant et donc on va installer le matériel lorsque l'animal n'est pas encore là.
Et puis on va se cacher, on va plus bouger, et on va attendre que l'animal arrive pour déclencher l'enregistrement. Et parfois on attend très très longtemps. Ça peut être quelques minutes, mais ça peut être plusieurs heures, d'attente avant l'arrivée de l'animal. Et puis parfois l'animal ne se manifeste pas du tout. Et puis on recommence le jour d'après. Ça demande beaucoup de patience. Ça demande de la patience, oui, absolument. Donc ça, c'est la technique de l'affût. Et puis la dernière technique consiste à laisser du matériel. Donc ça se rapproche un petit peu de l'affût dans le sens où on va observer en amont les habitudes des animaux, les lieux de passage, les lieux d'activité. Donc on va repérer comme ça ce qu'on appelle dans notre jargon des points chauds, c'est-à-dire des lieux où vraiment on a plus de chances d'obtenir quelque chose. Et puis, on va laisser du matériel. On va programmer les enregistreurs pour qu'ils se déclenchent lorsqu'il se passe quelque chose. Et on va laisser le matériel travailler. Et puis, on va le récupérer plusieurs heures plus tard ou plusieurs jours plus tard parfois. Et on va écouter et sélectionner les passages qui nous intéressent. Voilà. Donc ça, c'est la technique du piège à son. Qui nous est accessible depuis qu'on dispose d'enregistreurs avec des longues autonomies, avec des capacités aussi d'enregistrement beaucoup plus élevées qu'auparavant, quoi. Et puis après, au niveau des outils, eh bien, on utilise évidemment des micros et des enregistreurs, des micros très sensibles, parce que dans la nature, on a aussi bien des sons très ténus, produits par des tout petits animaux, que des sons très puissants, très intenses. Donc on a une grande étendue on a une grande dynamique sonore dans la nature. Donc on va utiliser des micros sensibles et puis des micros différents en fonction du milieu dans lequel ces sons se propagent. C'est-à-dire que les sons se propagent principalement dans l'air. En tout cas, c'est ce qu'on connaît, nous. Mais ils se propagent aussi dans l'eau, ils se propagent aussi dans la matière solide, dans le sol, dans le bois, etc. Et donc, en fonction du milieu traversé par ces ondes sonores, eh bien, on va utiliser des micros différents. On peut utiliser des hydrophones quand c'est des sons qui se propagent dans l'eau. On peut utiliser des micro-contacts quand c'est des sons qui se propagent dans la glace, par exemple, ou dans le bois, etc. Quoi. Donc, on utilise des outils différents. Alors Marc Namblard, on a parlé des sons, on va en écouter, parce que l'avantage de ce petit livre que vous avez publié, à l'écoute du vivant, c'est qu'à la fin, il y a un flash code et on peut écouter différents sons que vous avez enregistrés dans la nature. Donc on va en écouter quelques-uns avec vous, et puis vous allez nous commenter un peu ces sons que vous avez saisis vous-même. Alors je propose d'abord qu'on commence par une ambiance sonore matinale dans une forêt. Oui. Vous avez pris cela dans les Vosges. On va écouter cette ambiance sonore un petit instant et puis vous allez nous commenter ce son. Alors, qu'est-ce que l'on a entendu là, Marc Namblard ? Donc on est en immersion dans une forêt qui est tout près de chez moi, dans les Vosges, effectivement, à quelques kilomètres de ma maison. Donc on est dans une hêtraie sapinière, dans une très très belle hêtraie sapinière avec des vieux arbres, une forêt comme je les aime, c'est-à-dire une forêt sauvage avec beaucoup d'arbres morts, des cavités creusées par les oiseaux, enfin voilà, une forêt riche en biodiversité. Et donc c'est un enregistrement que j'ai réalisé pendant la période du premier confinement lié à la crise du Covid. Et donc, pas de bruit parasite qui sont vos ennemis habituels, c'est-à-dire les avions qui passent dans le ciel, les bûcherons qui coupent les arbres
avec leur scie mécanique. Absolument, c'était vraiment exceptionnel pour moi cette période parce que voilà, très peu de nuisances sonores, très peu d'avions, et donc j'ai passé beaucoup de temps à ce moment-là dans la forêt près de chez moi à réaliser ces ambiances. Et alors là, on a entendu un extrait très court, mais ce qui est vraiment marquant, c'est que lorsque on charge les enregistrements d'origine, les rushs qui sont quand même qui durent des heures et des heures, et qu'on les survole comme ça, on se rend compte qu'il y a très très peu de présence d'engins motorisés, et ça c'est très très surprenant par rapport à ce qu'on pouvait observer d'ordinaire, et ce qu'on observe malheureusement aujourd'hui. En fait, vous nous dites qu'il y a très peu de lieux où on peut s'installer aujourd'hui en France et de ne pas être parasité par l'humain finalement, par la présence humaine. Oui, c'est devenu très rare. Il y a encore quelques secteurs en France, notamment dans le centre de la France, dans le Massif central, du côté de. Alors ça correspond à des zones géographiques avec des bassins de population beaucoup plus faibles. Hein. C'est l'explication principale, elle est là. Donc on va trouver des lieux comme ça beaucoup plus calme, par exemple dans la Creuse, en Lozère. Mais sinon, il y a toujours un bruit de tracteur. Sinon, il y a toujours des tondeuses à gazon. Des tondeuses, des débroussailleuses, et même dans ces lieux-là, d'ailleurs, hein, on les entend, mais un petit peu moins qu'ailleurs. Et donc, effectivement, le travail consiste à repérer ces lieux comme ça, un petit peu préservés, qui nous permettent de faire notre travail dans des conditions acceptables, on va dire. Mais alors, Marc Namblard, comment est née chez vous cette passion, hein, parce que c'est un mot que je peux vraiment utiliser avec vous, cette passion du son? Vous aimez écouter. Et je m'en suis rendu compte dans votre documentaire qui est consacré finalement à votre vie. Tous les sons vous intéressent, les sons d'enregistrement de votre petite fille qui venait de naître à cette époque, qui babillait, les sons de la vie familiale, sons de la nature. Ça vous vient d'où, cette passion? Eh bien, ça vient de l'enfance. Votre père, oui, tout à fait. Il était déjà un homme qui aimait enregistrer. Absolument. Il enregistrait. Alors lui, il n'était pas naturaliste du tout, mais il enregistrait. Alors surtout des moments de vie de famille. Donc il avait un magnétophone à bande, et puis donc il enregistrait comme ça ses enfants dans des moments de vie quotidienne ou pendant les vacances, lorsqu'on jouait dans les jardins, etc. Il a réalisé beaucoup d'enregistrements comme ça, et donc j'ai été habitué très tôt, depuis la jeune enfance, à être entouré de micros, d'enregistreurs, de magnétophones. Et ça vous a attiré, ça? Et ça m'a attiré, oui, parce qu'il y avait un côté un peu assez ludique, parce que donc on pouvait réécouter ces enregistrements, on pouvait s'amuser un petit peu avec aussi, et parfois à les ralentir ou à les accélérer. Donc du coup, c'était tout de suite, ça devenait quelque chose d'assez extraordinaire. L'enregistrement et la manipulation des sons, comme ça, c'est quelque chose qui m'a marqué très tôt et la qui nature, m'a jamais quitté. Parce que pour vous, c'est quand même très intimement lié à la vie dans la nature. Oui, alors la nature, c'est un peu pareil, ça remonte à l'enfance, dans le sens où alors mes parents n'étaient pas naturalistes, mais ils passaient quand même pas mal de temps dans la nature, ils avaient besoin de ça. Pendant les vacances surtout. Pendant les vacances ou les week-ends, pour décompresser un peu de leur travail qui était assez prenant. Et donc on passait beaucoup de week-ends dans la forêt près de chez nous, dans la forêt d'Orléans. Donc j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, c'était un terrain d'exploration et de jeux fabuleux, cette forêt, à toutes les saisons. Et puis pendant les vacances, effectivement, on partait tous les ans, un mois complet dans les Cévennes. Et c'était là aussi un terrain d'exploration fabuleux, Et c'est déjà les sons qui vous attiraient quand vous étiez dans la nature, enfant? Vous étiez à l'écoute de ces sons environnants? Parce que c'est pas évident, ça. Beaucoup de gens sont dans la nature et ils regardent ce qu'il y a autour d'eux. Les arbres, les fleurs, essayer de voir un oiseau. Oui. Mais vous, c'est le son. Alors, c'est pas que le son, mais c'est effectivement le son a pris beaucoup de place, on va dire. Enfin, la relation au paysage par l'écoute a pris beaucoup de place. Mais en fait, tous les sens sont quand même liés. Lorsqu'on est en train d'écouter, souvent on observe aussi. On observe avec les yeux, on sent aussi les odeurs, etc. Donc tout ça est très intimement lié. Mais le son, l'écoute, effectivement. L'écoute, c'est ça. C'est important de souligner ce mot. Oui. Vous écoutez. Oui. Je vous ai observé. Vous avez une capacité de concentration quand vous écoutez un son, que ce soit dans la nature ou que ce soit après devant votre ordinateur quand vous décomposez le son. Plusieurs fois, je vous ai vu fermer les yeux, être dans une écoute
écoute attentive. Oui. Comment faites-vous? Parce que je vous ai envié, je vais être franc, je vous ai envié, je me suis dit, mais il a une capacité d'écoute qui a l'air assez étonnante. Oui, alors je sais pas, ça fait partie de mon tempérament, c'est quelque chose que j'ai intégré très tôt, probablement, et puis qui m'a jamais vraiment quitté. Donc c'est pas quelque chose que j'ai vraiment travaillé, ça se travaille pas, l'écoute? Alors ça peut se travailler, ça se travaille, on développe, ce qui se travaille, c'est l'attention qu'on va porter sur certains éléments plus que d'autres, quoi. C'est-à-dire que on sait tous écouter. Plus ou moins bien, parce que souvent on est très parasité par nos pensées. Disons que on va accorder plus ou moins de temps à cette activité, et puis on va pas tous écouter la même chose, quoi. Mais voilà, on est tous en capacité d'écouter. Et d'ailleurs, lorsque, par exemple, j'encadre des sorties avec des scolaires, ce qui m'arrive de temps en temps, encore aujourd'hui, parfois les enseignants me disent, mais vous verrez, mes élèves, c'est une catastrophe, ils savent pas écouter. Alors j'ai presque envie de leur dire, enfin je me retiens un petit peu, mais j'ai presque envie de leur dire que c'est pas qu'ils ne savent pas écouter, ils savent très bien écouter, mais ils n'écoutent pas forcément ce que vous avez envie qu'ils écoutent. Et donc ce qui s'apprend, c'est ça en fait, c'est de porter son attention auditive sur des éléments et en particulier qu'on n'a plus l'habitude d'écouter. Et donc, et c'est le cas de la plupart des gens, effectivement, lorsqu'ils se promènent dans la forêt, par exemple, eh bien, ils se promènent sans trop porter leur attention sur les sons qui les entourent, tout simplement parce que souvent, il s'agit de promenades en groupe. Donc, lorsqu'on se promène en groupe, on a la tendance à discuter. Et donc, pendant qu'on discute, on n'écoute pas ce qui se passe autour de nous, quoi. Et puis... Ça, c'est important ce que vous dites. Hein. Et oui. Il faut qu'on apprenne davantage à marcher dans la forêt ou dans la nature en se taisant pour écouter ce qui nous entoure. Bien sûr. C'est vraiment comme ça qu'on peut y parvenir. Hein. C'est une activité très solitaire, en fait. Très solitaire. Mais et ça vous convient, ça? Vous aimez ça? Oui, ça me convient. J'ai besoin vraiment de ça. Mais j'ai besoin d'une alternance, en fait. Entre des moments comme ça très solitaires où je suis seul dans les éléments, dans la nature, à écouter. Et puis j'ai besoin aussi de partager un peu ça ensuite avec des gens. Et donc j'ai besoin des deux, quoi, d'une alternance entre ces moments de solitude et les moments de partage. Alors on va justement parler d'un son que vous avez pris, je le mets entre guillemets en équipe. C'est grâce à un grand photographe, Vincent Meunier. Il y a un son que vous aimez beaucoup, alors qu'il y a un son quand même assez rare, mais que vous avez pris encore une fois dans votre région, ou presque, enfin vous étiez dans le Jura. Vous avez enregistré un lynx boréal. On va écouter ce son, et puis vous allez nous en parler, dire comment vous avez pris avec Vincent Meunier ce son. Alors je le dis tout de suite, c'est un animal qu'on croise pas quand même très très facilement à côté de chez nous, un lynx boréal. Oui, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour pouvoir le croiser, parce que c'est un animal, bon, il y en a pas beaucoup, hein, c'est un animal quand même assez rare, et puis qui a des très grands territoires, donc il se déplace beaucoup, il est rarement, il reste rarement longtemps au même endroit. Par contre, il n'est pas méfiant de l'homme, hein, c'est-à-dire que on peut très bien le croiser comme ça, donc il faut avoir une chance inouïe, mais si on le croise au détour d'un chemin, il va pas forcément fuir, il va vous regarder comme ça un petit peu du coin de l'œil, et puis il va passer tranquillement, quoi. Vous dites que c'est un de vos enregistrements préférés, celui-ci? Oui, alors en fait c'est donc c'est un enregistrement qui a été co-réalisé effectivement avec Vincent Meunier, que je connais donc assez bien depuis pas mal d'années. Très grand photographe animalier. Donc on est quasiment voisins, hein, puisqu'il vit aussi dans les Vosges, pas très loin de chez moi. Et donc
j'ai formé un petit peu Vincent pour qu'il puisse collecter des sons lorsqu'il est à l'affût, que ce soit dans les Vosges ou dans le Jura ou dans ces destinations lointaines. Et donc je l'ai un petit peu formé, je lui ai prêté des micros, des enregistreurs. Alors qu'est-ce que vous lui demandez ? Qu'est-ce qu'il fait pour vous ? Eh bien, il va collecter comme ça des sons lorsqu'il est à l'affût dans des situations où je peux difficilement l'accompagner parce que ma présence serait de trop. Déjà, une personne, c'est beaucoup, et lorsqu'on est plusieurs, eh bien voilà, ça limite les possibilités d'observer les animaux. Donc c'est en l'occurrence ce qui s'est passé pour le lynx. Là, il a été placé les micros. Il a été placé les micros. Lui, il est resté à l'affût, pas très loin des micros. Moi, j'étais en retrait, et donc il a pu faire son observation et faire son enregistrement de cette manière-là, quoi. Et donc on entend l'animal s'approcher des micros et puis les renifler, et puis Vincent m'a expliqué qu'il a même fait un petit marquage dessus pour... C'est-à-dire qu'il a uriné sur vos micros, carrément. Sur les micros avant de s'en aller tranquillement, ça c'est génial. Alors, Marc Namblard, vous avez aussi beaucoup enregistré les oiseaux. Vous les enregistrez souvent, les oiseaux, vous les aimez bien, vous dites c'est les véritables champions. Qu'est-ce que vous aimez autant chez les oiseaux, dans ce qu'ils vous apportent, vous, spécialiste de la captation des sons et de l'ambiance naturelle ? Alors les oiseaux, ce qui est surprenant surtout, c'est la diversité sonore. C'est-à-dire que on a, alors déjà il y a quand même pas mal d'espèces, et chaque espèce d'oiseau a un répertoire de chants, de cris, et parfois ce sont des répertoires qui sont très très riches, très variés. Donc ça c'est absolument fascinant, toute cette diversité de sons. Et puis ils ont des capacités en termes d'émissions sonores qui sont absolument hallucinantes. C'est-à-dire qu'ils sont capables, du fait déjà d'une structure anatomique qui leur est propre, d'émettre des sons à une vitesse inouïe, avec des variations absolument incroyables. Et toutes ces prouesses-là, enfin la plupart de ces prouesses nous échappent. C'est-à-dire que lorsqu'on les écoute chanter, on comprend qu'il y a, que c'est assez remarquable, mais en fait, on est loin d'imaginer à quel point c'est remarquable. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. En les écoutant, on ne peut pas capter toute la subtilité des sons. Oui, c'est ça, ça va trop vite. Ça va trop vite. Oui, ça va trop vite pour nous. Vous dites, je sais pas quel oiseau, il y a 12 notes à la seconde. Oui, le troglodyte. Enfin, c'est le cas de beaucoup d'oiseaux, en fait. Ouais. Beaucoup le troglodyte mignon. Le troglodyte mignon, qui a une phrase comme ça, qui va répéter dans le sous-bois pendant tout le printemps. Et effectivement, lorsqu'on entend la phrase en temps réel, on comprend que c'est quelque chose d'assez dynamique comme ça, avec un enchaînement de sons. Mais lorsqu'on s'amuse à ralentir le chant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de notes qui nous échappent, quoi, parce que ça va beaucoup trop vite pour nos oreilles et pour notre cerveau. Et on va l'écouter, ce troglodyte mignon, puisque vous le proposez en enregistrement sonore. Voilà, ça c'est la phrase en temps réel. Avec une griffe derrière. Voilà, et donc ça c'est sa phrase ralentie 2 ou 3 fois, je sais plus exactement. Et donc il nous permet d'apprécier toutes les notes qu'il utilise et qu'il enchaîne comme ça en seulement 3 secondes, quoi. Et donc il y a beaucoup de notes et puis aussi beaucoup de glissando, et donc ça c'est très étonnant, quoi, tous ces glissando comme ça qui sont enchaînés. C'est un glissando. Un glissando, en fait, c'est un glissement dans les fréquences, c'est-à-dire le fait de changer de fréquence comme ça en liant les sons, quoi. Et donc c'est vraiment très 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 étonnant. Et alors ce que vous dites, c'est que les oiseaux ont des dialectes régionaux. Vous expliquez que
le même oiseau peut chanter différemment selon les régions. Ça, j'ai vraiment découvert avec vous. Comme il y a l'accent de Marseille, par exemple, on parle le même français, mais il y a l'accent de Marseille, ou il y a l'accent alsacien. Oui. Et vous dites les oiseaux, c'est la même chose. Oui, Ils ont leur dialecte. Oui. Alors ça concerne surtout les oiseaux sédentaires. Et effectivement, alors c'est les chercheurs qui ont mis ça en évidence. C'est pas une découverte de ma part. Ouais. Mais vous l'avez enregistré, vous. Oui, bien sûr, oui. Et puis je l'observe régulièrement, notamment avec les oiseaux sédentaires et qui sont très communs, comme le pinson des arbres, qui est un oiseau très commun que vous entendez en France un peu partout. Du moment qu'il y a quelques arbres, il est susceptible d'être présent. Et effectivement, d'une région à l'autre, on reconnaît le chant de l'espèce sans souci. Il a ses caractéristiques propres, mais il y a aussi une touche vraiment différente en fonction des régions. Et ça, on le comprend assez facilement dans le sens où les oiseaux, les ossines en particulier, les oiseaux chanteurs, apprennent leur chant en écoutant les parents chanter. Les jeunes apprennent en écoutant les parents chanter. Il y a aussi une transmission. Il y a une transmission. Et donc, il y a une toute petite partie qui est innée, donc qui est comprise de manière dans les gènes, mais l'essentiel est transmis. Et donc forcément, petit à petit comme ça, il y a des singularités qui se sont développées, et qui se sont transmises de génération en génération et qui ont produit des accents régionaux, quoi, exactement comme pour nous les humains. Mais moi j'ai l'impression depuis une trentaine d'années que je fais ce métier, avec toutes les personnes que je reçois, c'est que chaque individu a une voix particulière. Pour moi, il n'y a pas deux voix identiques, comme il n'y a pas deux visages identiques. Est-ce qu'on observe ça chez les oiseaux aussi ou chez les animaux ? Alors, une singularité, on va dire, bien sûr, de chaque individu. Oui, tout à fait. On l'observe chez beaucoup d'animaux. Alors, on l'observe assez facilement chez les mammifères, puisque c'est une famille d'animaux qu'on connaît relativement bien. Puis on a des mammifères à la maison, on a des chats, on a des chiens. Et par exemple, les cerfs, vous avez énormément enregistré le brame du cerf. Oui. Est-ce qu'on peut dire que chaque cerf brame différemment ? Chaque individu a sa signature acoustique. Ouais. Et lorsqu'on revient sur les mêmes sites d'une année sur l'autre, eh bien, on peut reconnaître les cerfs de cette manière-là, quoi, à leur voix singulière. Et les voix changent avec le temps. Comme nous, notre voix change en vieillissant. Oui. Vous pensez que les cerfs ont des voix qui changent aussi ? Absolument, les voix changent. Elles deviennent généralement plus graves et plus rauques au fur et à mesure que l'animal vieillit. Mais il va garder quand même une singularité, quoi. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de marquant. Et alors on retrouve ça chez les oiseaux. Je trouve que chez les oiseaux, c'est plus difficile à détecter parce que, comme je disais tout à l'heure, déjà on est dans des fréquences plus aiguës et notre oreille est un peu moins habituée aux fréquences aiguës, elle est moins adaptée. Et puis ça va plus vite. Donc on a beaucoup plus de mal à discerner les différences entre individus. D'autant plus que on ne sait jamais trop si on a affaire exactement aux mêmes individus, mais ça a été mis en évidence par les chercheurs. Effectivement, il y a des singularités aussi, il y a des expressions personnelles chez les oiseaux, et les animaux arrivent à se reconnaître de cette façon-là, quoi. Alors, dans quel but est-ce que les animaux émettent ces sons ? Cette grande question qu'on se pose, est-ce que c'est leur langage ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière dans l'émission de ces sons ? Alors c'est un vaste domaine, là on pourrait faire facilement 1 heure d'émission rien que là-dessus. Mais donnez-nous quelques repères, comment comprendre pourquoi ces animaux, que ce soit les oiseaux, les cerfs, les grenouilles, émettent des sons. Alors de manière générale, on peut dire que la plupart du temps, les animaux utilisent des sons dans le but de communiquer, c'est-à-dire de s'échanger des messages. Et il s'agit bien souvent de messages qui ont une importance vitale pour la survie de l'espèce. C'est-à-dire que l'objectif, bien souvent, c'est de permettre à des individus d'une même espèce, de leur permettre de se retrouver, et notamment les mâles et les femelles, de se retrouver en vue de s'accoupler et puis de renouveler, de perpétuer l'espèce. Donc là, il y a des sons de séduction, on va dire. Des sons de séduction. Et c'est beaucoup ça, en fait. Lorsqu'on écoute les sons dans la nature, la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est des sons de séduction. C'est des mâles, des oiseaux mâles qui vont tenter de séduire des femelles. Chez les grenouilles, c'est pareil. Chez les insectes, c'est pareil. Ça leur permet de se retrouver, de s'accoupler. Donc c'est beaucoup ça. Et c'est aussi, mais c'est très lié, ça a aussi pour fonction biologique de défendre un territoire. Mais les deux sont liés, c'est-à-dire que pour pouvoir se reproduire, il faut aussi déterminer un territoire, quoi.
Et donc voilà, ça va être essentiellement ça, mais il y a d'autres fonctions. Hein, donc, Alors chez les grillons, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils font ce bruit très caractéristique, cette stridulation, les stridulations? Ouais, stridulation. Et ben c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que ce sont surtout les mâles qui vont chanter et ça va permettre aux femelles de repérer les mâles et ensuite de s'accoupler quoi, pour pouvoir perpétuer l'espèce. Donc c'est un petit peu la même histoire. Alors, allez, on va écouter des stridulations de cigales. Vous voulez lesquelles? Les grillons des bois, les grillons d'Italie, qu'est-ce que vous préférez? Pourquoi pas Ou les cigales taïwanaises, on a le choix. Alors celles-là sont un peu plus éprouvantes. Mais alors, pourquoi pas les grillons d'Italie? Allez, écoutons-les. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ce grillon d'Italie? Alors il est en train de striduler. Alors là, on a un individu en train de striduler, enregistré de très près. Hein, le micro devait être à quelques centimètres seulement, 3-4 centimètres. Donc on a un enregistrement très détaillé comme ça du phénomène de stridulation. Donc c'est-à-dire qu'il frotte ses élytres l'une contre l'autre. Hein. Et en plus de frotter ses élytres, il amplifie le chant, donc avec ses ailes qu'il dresse pour pouvoir projeter le chant dans l'espace et l'amplifier davantage. Et donc voilà, ça fonctionne très bien puisque c'est un grillon qu'on entend de loin. Et donc avec un timbre qui lui est vraiment propre, hein, il a un chant comme ça qui est assez doux, qui est souvent associé dans l'esprit des gens qui l'entendent à la période des vacances, à l'été. C'est apaisant ça. Voilà, c'est alors apaisant. Parfois il y a alors je sais pas si c'est des grillons, mais vous avez l'impression que c'est une scie à métaux. Oui. J'ai entendu ça au Cambodge. Je pense que vous avez dû en entendre comme ça en Guyane, avec une puissance incroyable. Absolument. Alors ça, c'est souvent les cigales. Les cigales peuvent avoir produisent des chants. Alors pour le coup, les cigales ne stridulent pas. C'est-à-dire qu'elles ne frottent pas une partie du corps l'une contre l'autre, mais elles ont un organe spécifique pour produire du son. On appelle ça la timbale. C'est une sorte de membrane, en fait, qui se met à vibrer pour dire les choses simplement. Mais avec une puissance sonore incroyable. Puissance sonore incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une partie du corps de l'animal qui fait office de caisse de résonance. Hein. L'abdomen est creux et permet d'amplifier le son. Puis il y a des résonateurs, etc. sur les ailes qui permettent d'amplifier le son. Et malgré tout, ça reste même un peu mystérieux. On ne sait pas comment elles font parfois pour produire des sons aussi intenses et des sonorités qui peuvent être très surprenantes et qui peuvent parfois effectivement faire penser à des sons presque industriels ou à des sons électroniques pour certaines cigales tropicales et qui peuvent être effectivement très très surprenants, quoi. Alors Marc Namblard, vous venez d'utiliser ce mot des sons électroniques. Moi, en écoutant vos sons, vos captations sonores dans la nature, vous m'avez fait entendre des sons, mais absolument incroyables. On dirait des synthétiseurs, des musiques électroniques. Alors je vous propose qu'on en écoute un, et puis vous allez nous dire ce que c'est.
Alors, je sais pas si les auditeurs ont deviné ce que c'était. C'est absolument incroyable. Et ça, c'est un son naturel. Totalement naturel, c'est-à-dire que c'est vraiment, l'enregistrement n'a pas été modifié, transformé, c'est le phénomène tel qu'on peut l'entendre avec nos oreilles lorsqu'il se produit. Alors il faut simplement être au bon endroit, au bon moment. Et alors là, où est-ce que vous étiez ? Et donc là, j'étais sur un lac gelé dans les Vosges, donc en plein hiver. C'était un enregistrement fait il y a quelques années. Et donc ce qu'on entend, c'est la glace qui s'exprime. Puisque la glace n'est pas une matière inerte, c'est une matière, j'ai presque envie de dire parfois une matière vivante. D'ailleurs, lorsqu'on entendait l'enregistrement, là, j'avais en même temps mon ventre qui gargouillait et je trouvais qu'il y avait un peu une analogie entre les deux sons. Et ça me fait, ça me fait vraiment cette sensation-là, en fait, lorsque j'écoute la glace d'une matière comme ça vivante. Et donc, la glace émet beaucoup de sons, parce qu'elle travaille. Et là, en l'occurrence, c'était donc en pleine journée. Lorsqu'il fait très froid la nuit, le lac, donc la glace prend du volume. Il y a des tensions comme ça qui s'accumulent. Et puis, lorsque le soleil arrive en début de matinée, à la surface de la glace, il y a des contrastes thermiques qui enclenchent des phénomènes comme ça. Alors la glace se met à craquer, il y a des micro-fractures qui se produisent, qui produisent des sons, et les sons se propagent à l'intérieur de la glace, et ils sont déformés par la glace, et produisent ces sonorités très très étonnantes, mais pour le coup complètement naturelles. Et ce qui est fascinant, c'est que ces sons-là, on dirait de la musique contemporaine. Oui. Et vous travaillez avec des compositeurs contemporains. Oui. Vous leur faites écouter ces sons, et ils les intègrent dans leur composition. Oui, alors... Ça, j'aimerais que vous nous parliez de cet aspect-là de votre métier, en fait, où vous fournissez des sons. Alors, on peut imaginer facilement que vous apportez vos sons, enfin, vous vendez vos sons à des cinéastes animaliers. Mais là, vous travaillez aussi avec des compositeurs de musique. Ah oui, des musiciens, des compositeurs, ça m'arrive assez régulièrement. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que j'aime voir comment et entendre, écouter plus précisément, comment un son peut faire son chemin une fois que quelqu'un d'autre se l'est approprié, quel imaginaire ça va nous provoquer, quelle envie. Et donc je suis toujours très curieux de confier des enregistrements à des musiciens pour savoir ce qu'ils vont en faire ensuite, quoi. Christian Zanessi, par exemple, on peut le nommer. Oui, vous travaillez avec lui, c'est un compositeur qui utilise certains de vos sons dans ses compositions. Absolument, et qui a fait une jolie pièce qui s'appelle L'Esprit des lieux, comme le titre du documentaire, à partir de ces enregistrements-là. Alors, pour l'anecdote, lorsqu'il a écouté ces sons de lac gelé, ça l'a tellement surpris qu'il a eu beaucoup de mal à les utiliser. En fait, il les a gardés dans un coin en les écoutant parce que c'est quelque chose qui le fascinait. Mais par contre, il a mis beaucoup de temps avant de pouvoir les utiliser dans ses compositions. Presque par respect. Hein. Oui, c'est ça. Il trouvait ça tellement beau qu'il fallait pas les toucher, il fallait pas les modifier. Oui, j'ai l'impression. Absolument. Et puis bon, je pense qu'au bout d'un moment, il se les a appropriés. Et puis il a réussi à se détacher un petit peu de l'origine et de la source de l'origine. Et puis il en a fait quand même quelque chose. Mais voilà, Alors Marc Nomblard, allons encore plus loin. Vous avez enregistré les sons du lac gelé, des oiseaux, les animaux, bien sûr, les mammifères. Mais alors les plantes, est-ce que les plantes émettent des sons ? Alors oui, les plantes émettent des sons, et ça on peut l'observer assez facilement lorsqu'on se promène, par exemple, en été dans la nature, et on peut entendre des plantes crépiter lorsqu'elles libèrent leurs graines, tout simplement. Hein. Donc là, il s'agit de sons qui n'ont pas pour but de communiquer, évidemment. C'est des sons produits par une activité biologique, en l'occurrence la fructification. Donc les genêts qui libèrent leurs graines produisent des ambiances sonores comme ça, très jolies, que j'aime beaucoup, moi, qui me font un peu penser à un crépitement de feu. Allez, on va les écouter. Crépitement de gousses de genêts dans la Lozère. Des gousses de genêts, ouais, ça je m'en lasse jamais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup écouter en plein été.
Et voilà, alors des exemples comme ça, on en a pas mal, parce que les arbres aussi libèrent leurs graines en faisant du bruit. Les mousses également, alors ça je ne l'ai jamais entendu, mais j'ai un ami forestier qui m'en parle souvent, qui est spécialiste des bryophytes, donc des mousses. Et il m'a raconté que par moment, les mousses, dans les tourbières notamment, lorsqu'elles libèrent leurs spores, produisent des sons tout à fait audibles. Donc... Oui, mais alors là, on n'est plus dans de la communication. Alors, on n'est pas dans de la communication, a priori. Mais là, ça reste quand même un petit peu en suspens. Je sais qu'il y a des chercheurs qui se penchent vraiment sur cette question actuellement, qui cherchent à savoir si les plantes utilisent également des sons pour communiquer. Ben, c'est pas impossible. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises, quoi. On sait déjà, il y a eu des publications, on sait déjà que les plantes sont sensibles aux sons de leur environnement et qu'elles peuvent y réagir. On a mis en évidence, des chercheurs ont mis en évidence que, par exemple, certaines fleurs, comme les onagres, arrivaient à reconnaître, on va mettre quand même des guillemets à reconnaître, mais les sons produits par les insectes butineurs, et lorsqu'elles entendent ces bourdonnements, eh bien, elles produisent davantage de nectar pour les attirer encore plus et augmenter leurs chances d'être pollinisées. On sait aussi, donc ça c'est une chercheuse australienne qui a mis ça en évidence, que certaines plantes arrivent à reconnaître le son de l'eau qui s'écoule et du coup à diriger leurs racines vers la ressource. Donc ça c'est quand même déjà très étonnant, mais je pense qu'on est encore loin d'être au bout de nos surprises concernant les plantes. On parle beaucoup de la communication des arbres en ce moment, oui. Depuis quelques années. Vous pensez qu'on pourra peut-être un jour enregistrer ce qui est de l'ordre de la communication des arbres d'une manière sonore? Eh bien, je pense qu'on va y parvenir. Vous aimeriez bien, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous excite à l'idée de faire ça? Absolument, c'est quelque chose de fascinant. Alors, il s'agirait probablement de sons... de sons qui non accessibles à l'oreille humaine, c'est-à-dire soit probablement dans des fréquences, dans des ultrasons. C'est ça notre limite en fait. Oui. Nous avons une capacité auditive qui finalement est limitée. On a une bande passante réduite qui ne correspond pas à l'ensemble, qui ne recouvre pas l'ensemble des ondes sonores qui peuvent se propager sur notre planète, quoi. Donc on en entend qu'une petite partie. Et on peut améliorer ça? On peut améliorer ça en utilisant des outils, en trichant un petit peu. On utilise des détecteurs, des appareils qui permettent comme ça de révéler des sons qui nous échappent en temps ordinaire, quoi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive par exemple à entendre les chauves-souris la nuit lorsqu'elles se déplacent pour chasser. On a des petits boîtiers électroniques qui transforment en temps réel les ultrasons en sons audibles. Et donc, alors, voilà, on peut imaginer qu'on puisse le faire un jour avec les arbres, pourquoi pas. Marc Namblard, qu'est-ce que vous avez envie, finalement, de transmettre le plus à travers vos enregistrements? Ce que j'ai envie, ce qui me... c'est de susciter l'envie chez les auditeurs de prendre le temps de se poser tranquillement et puis d'écouter simplement la planète chanter, parce qu'on vit quand même sur une planète qui chante et on a eu tendance à l'oublier et voilà, ce qui me fait plaisir, c'est de transmettre cette envie-là, quoi. Je peux dire, vous réussissez, parce que quand j'ai commencé à travailler sur vous pour préparer cet entretien, que j'ai écouté différents sons, je me suis dit, mais j'irai plus marcher tout à fait de la même manière. J'aime beaucoup la randonnée, mais en fait, vous avez éveillé encore plus mon désir d'écouter les sons qui vont m'environner. Vous réussissez bien, ça. J'en suis ravi. J'en suis ravi. Ça me fait très très plaisir d'entendre ça. Et c'est une forme de transmission. Vous m'avez transmis, vous m'avez éveillé, mais je sais que vous le faites beaucoup. Vous avez 2 filles. Vous voulez vraiment leur transmettre ça, cette écoute attentive de la nature. Bien sûr, oui. Alors même au-delà de mes filles, mais c'est vrai que je le fais avec mes filles autant que possible, pas en permanence, parce qu'elles ont quand même beaucoup de centres d'intérêt, et puis elles ont grandi aussi depuis le documentaire. Mais dans le documentaire, c'est touchant. Oui, il y en a une, l'aînée, qui vous accompagne. Oui, absolument, parce que ça correspondait à une époque de sa vie où elle était vraiment dans l'ouverture au monde, quoi, curieuse de tout. Elle est toujours très très curieuse, mais là, elle avait dans le documentaire, quand ça a été tourné, elle avait quoi, entre 7 et 8 ans à peu près. C'était trop mignon de la voir près de vous, à écouter en plein hiver dans la nature. Absolument. Et elle a gardé donc maintenant elle a 14 ans passé, et elle a gardé, on va dire, cette curiosité et puis cette sensibilité de manière générale
à ce qui peut. Voilà, elle est très sensible et ça c'est fabuleux. Vous l'avez éveillée à ça. Ouais. Et les sons font du bien parce que vous savez l'engouement qu'il y a aujourd'hui, le succès des CD qu'on peut trouver chez Nature et Découverte par exemple pour se relaxer, écouter les sons. Vous pensez que ces sons naturels, que ce soit des chants d'oiseaux ou de l'eau qui s'écoule d'une cascade, ont un pouvoir apaisant sur l'être humain? Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça a été étudié aussi. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur cette question. Alors, il y a des sons en particulier qui font consensus, effectivement, comme vous l'avez dit, par exemple, la rumeur d'un petit cours d'eau, le chant de certains oiseaux. D'autres sons vont être un peu plus clivants, on va les recevoir différemment en fonction de notre vécu. Enfin, le son de l'orage, par exemple, peut avoir un effet anxiogène chez certaines personnes. De certains cris d'animaux aussi, enfin le cri du renard par exemple, ou des cris comme ça. Mais donc ça dépend des sons, mais globalement on peut dire effectivement que c'est un effet plutôt bénéfique chez les personnes, un effet apaisant. Et d'ailleurs que c'est quelque chose qui est utilisé parfois. Moi, ça m'arrive par exemple de proposer des écoutes dans des EHPAD, et c'est étonnant ce que ça peut susciter chez les personnes qui se mettent à écouter. C'est intéressant ça. Oui, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire là récemment dans des EHPAD en Alsace. Donc, je suis allé à la rencontre de pensionnaires comme ça, et puis je leur ai proposé des séances d'écoute, des sons de leur région en Alsace que j'avais capté au printemps, et puis et donc en leur mettant un casque sur les oreilles et en leur permettant comme ça de plonger dans ces ambiances sonores qui, pour certains, leur ont rappelé des souvenirs, des choses vécues. Donc leur retour était parfois très très émouvant. Ouais. Si vous deviez mourir, c'est quel son que vous aimeriez écouter comme dernier son de cette vie sur la Terre? Ah là là, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Peut-être le chant d'une grive musicienne qui chante comme ça au crépuscule, seule à la cime d'un arbre, avec son chant comme ça qui rayonne dans le sous-bois, qui est magnifié par le silence et par la lumière naissante du jour. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. C'est un souvenir d'enfance ? C'est un souvenir récurrent, on va dire. C'est quelque chose que je peux écouter régulièrement chaque année et qui m'émerveille toujours autant. Et le fameux chant des baleines, parce qu'on n'en a pas parlé, ce chant qui est très particulier, enfin ces chants des baleines, vous les aimez, vous avez eu l'occasion de les enregistrer ? Parce que vous n'êtes pas un grand voyageur, vous avez fait quelques voyages, mais vous travaillez beaucoup dans la région Vosges, Jura, centre de la France. Oui, j'ai vraiment fait le choix de travailler sur ce qu'on appelle la nature de proximité, c'est-à-dire la nature qu'on peut trouver en sortant de chez soi, dans son jardin, et puis un peu plus loin dans la forêt, pas très loin. Et donc c'est vraiment un choix, un parti pris, quoi. Alors, il m'arrive quand même de voyager de temps en temps pour des projets en particulier, mais j'essaie de limiter les grands voyages parce que je suis quand même assez soucieux de l'impact que mon activité peut avoir aussi sur mon environnement. Donc, je fais un petit peu attention. Et puis, il y a déjà tellement de choses à découvrir dans la nature autour de chez nous que ça, je me consacre principalement à ça. Pas besoin d'aller très loin. Pas besoin d'aller très loin. Le chant des baleines. Donc, les chants des baleines, je les ai entendus effectivement une fois lorsque je suis allé en voyage en Islande et c'était merveilleux. Un beau son. En tous les cas, merci beaucoup Marc Namblard. Sincèrement, vous m'avez, comme je le disais, invité à écouter davantage et j'encourage tous les lecteurs déjà d'abord à se plonger dans ce petit livre publié aux éditions Bayard qui est très intéressant, à l'écoute du vivant, très simple pour découvrir votre métier et votre passion d'audio naturaliste, et puis vous donnez vraiment l'opportunité d'écouter ces sons que vous avez enregistrés. Un beau travail. Merci beaucoup pour cette rencontre avec vous aujourd'hui. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.